Voilà, nous avons une table ronde maintenant sur le savoir, arme de destruction massive des inégalités, point d'interrogation. Je suis Dominique Seux, des Échos et de France Inter, et je suis ravi d'animer cette table. Nous avons un panel de très grande qualité sur ce sujet qui concerne évidemment à la fois les entreprises, le secteur éducatif. Nous avons à côté de moi Frédérique Vidal, qui est la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nous avons à côté d'elle François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, essayiste à succès, député européen que la France entière a découvert lors des élections européennes. À côté, nous avons le plaisir d'accueillir Stefania Giannini, la sous-directrice générale en charge de l'éducation à l'UNESCO. Et puis ensuite, Thierry Lepan, inspecteur général jeunesse et sport, ancien, chacun le sait et l'aura reconnu, ancien secrétaire général de la CGT pendant 2 ans, de 2013 à 2015, et qui a été également président de l'agence de lutte pour la lutte contre l'illettrisme. Et puis enfin, Christophe Catoire, président d'ADECO France, le réseau évidemment d'intérim. Je vais vous dire peut-être d'abord la façon dont cela va se passer. Nous allons proposer à chacun des intervenants 6 minutes, 7 minutes pour leur exposer liminaire, introductif, leur exposé de fond sur le sujet de l'éducation. Et puis, nous aurons cette table ici, là, avec moi notamment. Je me permettrai de leur poser un certain nombre de questions. Alors, je ne ferai pas une introduction très longue, jusqu'en 3 phrases. C'est vrai que les politiques, les responsables politiques reprochent, si je vous demandais, merci, un petit peu de silence pour ceux qui sont en train de remonter les escaliers. Merci beaucoup. Les politiques reprochent souvent à l'économie, aux entreprises, de créer des inégalités. Et puis à l'inverse, les chefs d'entreprise, vous, ici, vous reprochez beaucoup au système éducatif d'être inefficace. En tout cas, d'être trop peu en lien avec le marché de l'emploi et le marché du travail. Sur le système éducatif, on a coutume de dire qu'en France, on connaît tous les classements PISA, il est excellent pour les excellents élèves, il est moyen pour les élèves moyens et médiocre pour les élèves plus en difficulté. Je ne sais pas si c'est le diagnostic que la ministre, qui est ici, les spécialistes qui sont autour de moi, s'ils partageront ce diagnostic, mais c'est vrai, l'idée est un petit peu générale. Alors je me tourne d'abord vers François-Xavier Bellamy. Est-ce que, à vos yeux, le système éducatif doit-il se donner comme objectif la lutte contre le chômage et les inégalités? Et si oui, en quoi le fait-il ou pas? C'est vrai que la droite est plutôt associée à l'idée de sélection. Est-ce que notre système éducatif, participe-t-il bien à la lutte contre les inégalités formelles, bien sûr, et réelles? François-Xavier. Merci pour cette question et puis merci pour votre invitation. C'est une grande joie d'être ici et de pouvoir échanger avec vous. Et c'est une grande joie de pouvoir parler ensemble de la question du savoir, parce que je crois qu'elle est fondamentale et qu'elle est au cœur de l'une des très grandes inégalités de notre société d'aujourd'hui, peut-être la plus injuste de toutes les inégalités. Je ne crois pas que l'école ait pour travail propre de résoudre le problème du chômage et la question des inégalités, mais elle doit pouvoir y contribuer par son travail qui est celui de la transmission du savoir. Or, aujourd'hui, elle ne parvient plus à assumer cette mission fondamentale. Et nous savons très bien que ceci a un impact ensuite sur la question du chômage. J'ai été élu pendant 10 ans et dans ma ville, à Versailles, je me suis notamment occupé des questions d'emploi. Et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui tous me disent la même chose: je n'arrive pas aujourd'hui à recruter, dans des secteurs d'activité très différents. Et beaucoup sont prêts à recruter des jeunes qu'ils sont capables de former, mais ils cherchent à recruter des jeunes qui soient capables de s'intégrer
à la vie d'une entreprise, d'un collectif, et de pouvoir apporter à ce collectif une capacité d'interaction, de résolution des problèmes. Or, pour tout cela, il est absolument fondamental que l'école ait pu transmettre à chaque jeune les éléments fondamentaux d'une culture et d'un savoir. Arrêtons-nous sur un point central qui est, et je sais que Thierry Lepan en parlera tout à l'heure, c'est un sujet qui lui tient à cœur, la question de la transmission de l'apprentissage de la langue, les éléments les plus fondamentaux de la lecture et de l'écriture. Aujourd'hui, nous le savons, les chiffres sont devant nous, nous sommes parfaitement informés, notamment par exemple à travers le test de lecture qui est réalisé à l'occasion de la journée de défense et de citoyenneté. Chaque année, tous les jeunes Français à leur majorité sont interrogés à partir d'un texte simple qui consiste par exemple à déchiffrer un programme de cinéma pour dire à quelle heure passe tel ou tel film. Et chaque année, cet exercice représente, en 2018, c'était 22% des jeunes qui étaient dans une situation de grande difficulté pour traiter cet exercice. Il n'y a pas de compréhension, c'est juste de la lecture. Et donc là, on est dans une situation d'échec collectif. Et en disant ça, je ne jette la pierre sur aucun camp politique. Mon propos n'est pas de faire de la politique au sens partisan du terme, mais de la politique au sens le plus fort. Nous sommes tous concernés par cette question. Et le professeur de philosophie que je suis sait que, comme de nombreux collègues, nous sommes confrontés aujourd'hui, par exemple quand on enseigne en terminale, à des retards accumulés dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture depuis des années. Or, nous savons que ces retards ne pèsent pas de la même manière sur toutes les classes sociales de notre pays. Vous parliez de l'enquête PISA, cher Dominique. L'enquête PISA de 2013 nous a appris que la France avait le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire non seulement celui où effectivement l'écart entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est grand, mais aussi le pays dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement prédictible à partir de son milieu social d'origine. Et ceci constitue une sorte de tragédie dans la tragédie. Parce que je suis sûr que vous tous qui êtes ici, vous avez beaucoup de raisons de vous dire que le système scolaire français marche bien. Parce que vos enfants sont dans des établissements où vous avez le sentiment qu'ils apprennent beaucoup, qu'ils vont faire ensuite des études de grande qualité et qu'ils vont très bien réussir et parfois apporter leur talent dans des entreprises françaises ou dans des entreprises internationales qui recrutent nos étudiants dans le monde entier. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier qu'à quelques kilomètres de l'endroit où vous habitez, des jeunes Français vivent une réalité qui n'a rien à voir. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et c'est une sorte de blessure très profonde au cœur de la promesse républicaine. Alors vous disiez, cher Dominique, je terminerai par là, que la droite est souvent plutôt associée à l'idée de sélection qu'à l'idée d'égalité. Mais moi, je crois qu'il n'y a aucune espèce d'injustice dans la sélection. Quand on offre à tous les élèves la même chance d'accéder au savoir, et quand on sait aussi qu'il n'y a pas une manière de réaliser l'excellence, il y a une diversité de manières de réaliser une excellence. On peut être un excellent professeur de philosophie, il faut beaucoup de temps pour le devenir. On peut aussi être un excellent artisan, un excellent ouvrier. L'excellence n'a pas qu'une seule forme. Et le drame de notre système scolaire, c'est souvent qu'il n'a valorisé qu'une seule forme d'excellence. Si on considère cette diversité des formes d'excellence, si on donne à chacun les moyens d'accomplir son propre parcours avec cette excellence-là, il n'y a pas du tout d'inégalité dans la sélection. Mais aujourd'hui, la sélection en France est inégalitaire parce que nous savons très bien que les jeunes ne s'y présentent pas avec les mêmes chances de s'en sortir. Et ceci est lié à nos propres choix collectifs, tout camp politique confondu, encore une fois. En 1976, un jeune Français, à la fin du collège, avait eu 2800 heures d'apprentissage du français. 40 ans plus tard, il en avait perdu plus de 1000. Alors même que, évidemment, nous le savons, le profil sociologique des élèves s'est aussi diversifié. Il y a évidemment là quelque chose comme une forme de contresens majeur. On a oublié l'importance fondamentale du savoir, effectivement, pour la préparation de la société de demain, qui n'est pas seulement le savoir-faire, qui n'est pas seulement le savoir-être, mais d'abord les savoirs fondamentaux, une culture qui nous permet d'accomplir nos propres talents. Eh bien, c'est cette culture que l'école a pour mission, et je dirais presque pour seule mission, de transmettre à tous les jeunes. Et voilà la mission qu'elle devrait retrouver. Malheureusement, je regrette que depuis que ce constat a été posé depuis très longtemps maintenant par beaucoup, notamment d'enseignants, de toute sensibilité confondue, eh bien, nous n'ayons pas encore fait les choix courageux qui nous permettraient d'espérer que les choses s'améliorent. Et un mot encore, votre engagement politique et votre expérience vous conduiraient à proposer quelques idées simples. Lesquelles ? Ma première idée simple serait effectivement je ne voudrais pas proposer, et ce serait extrêmement présomptueux, un programme pour l'éducation nationale en 1 minute, mais mon idée fondamentale serait simplement de refaire de l'école le lieu où on apprend les éléments fondamentaux de cette culture dont on a besoin. Or, il faut pour ça, évidemment, qu'on arrive à simplifier l'école. Et je dirais d'une certaine manière qu'en réalité, on a perdu de vue la mission propre de l'école. Quand j'ai été formé comme enseignant,
j'ai eu affaire à un discours, comme beaucoup de mes collègues, qui consistait à expliquer que le savoir était un outil de reproduction des inégalités. Ça a été le cœur de la doctrine que nous avons partagée collectivement, que notre société a partagée, qui a inspiré, par exemple, des réformes de l'éducation nationale aussi récentes que la réforme du collège que j'ai combattue, à laquelle je m'étais vigoureusement opposé, parce qu'il y était question encore de considérer que le savoir, que la transmission du savoir, que les formes de cette transmission étaient des outils de reproduction des inégalités sociales. Je crois l'exact contraire. Je crois que ce n'est que par la transmission du savoir que nous pouvons ouvrir chaque jeune à ses propres talents et lui permettre ensuite de se réaliser dans le monde qui l'attend. Et je regrette qu'au fond, on ne prenne pas le chemin de cette réconciliation de l'école avec sa mission fondamentale. Je regrette notamment, je dois le dire très simplement et très humblement, que je crois que la réforme du lycée qui est en cours est une sorte de prolongement de ce que nous avons connu avec la réforme du collège, avec une complexification toujours plus grande de l'école, avec des intitulés de disciplines qui sont si sophistiqués que même les enseignants ne savent plus exactement ce qu'ils recouvrent, et qu'à la fin, en réalité, on continue de faire baisser le nombre d'heures de cours qui sont dispensées à tous les élèves pour pouvoir leur permettre d'accéder à cette culture. On va revenir effectivement sur les réformes du gouvernement. Je retiens, moi, l'invitation faite à nous tous ici de faire un peu un zoom arrière par rapport à nos propres expériences, nos expériences personnelles, familiales, et regarder un petit peu avec plus de champ le système éducatif dans son ensemble et pas forcément celui qui nous concerne de plus près. C'est vrai que notre regard est peut-être un peu biaisé. Je me tourne maintenant vers Thierry Lepant. Alors, peut-être qu'un certain nombre de choses qui viennent d'être dites ont coulé comme du miel dans vos oreilles. Parce que sur le diagnostic, vous allez peut-être rejoindre François-Xavier Bellamy. Mais que vous dit, au fond, votre expérience de syndicaliste et à la tête de l'agence contre l'illettrisme sur les capacités du système éducatif à égaliser les chances? Les entreprises montrent du doigt, je le disais tout à l'heure, le système éducatif, son inadéquation au marché de l'emploi, mais peut-être que vous allez dire c'est un peu trop facile aussi de montrer du doigt le système éducatif. Il y a une responsabilité, peut-être, allez-vous dire, des entreprises. Quel est votre regard? Bien, bonjour à toutes et à tous. Après ce discours de gauche de monsieur le député, effectivement, je vais sans doute paraître un peu nuancé dans mes propos. Un peu conservateur. Oui. C'est ça. Non, d'abord, moi, puisque vous nous y invitez, d'un point de vue personnel, j'ai eu, tout le monde le sait maintenant puisque j'ai écrit un livre là-dessus, j'ai eu une rencontre difficile avec l'école. J'ai commencé à écrire et puis à lire environ à l'âge de 13 ans, le jour où on m'a dit « Tu sais Thierry, tu peux écrire sans écrire en lettres attachées, en faisant des lettres au bâton. » Voilà. J'ai appris plus tard avec des psychologues, des gens qui m'ont entouré, que ce fait de m'imposer une écriture en lettres attachées m'empêchait à la fois de lire et à la fois d'écrire. Et donc, comme je n'étais pas bon à l'école, les parents à l'époque nous disaient « Puisque tu ne veux pas travailler à l'école, tu vas apprendre un métier. » Voilà. Et c'est le jour où j'ai appris un métier que j'ai commencé à apprendre véritablement à lire, à écrire, à compter. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Et je dis souvent aux jeunes qui m'écoutent que vaut mieux apprendre tôt. Ça me semble moins dur que d'apprendre tard. Voilà. Il faut beaucoup travailler après, quand on n'a pas eu la chance d'acquérir les savoirs de base dans son enfance. Parce qu'il faut à la fois être un travailleur. Moi, j'ai travaillé à 17 ans pour pouvoir gagner ma vie. Et puis en même temps, il faut en plus de faire son travail. Moi, j'étais terrassier, je faisais des trous au bord des routes. Et donc, une fois qu'on fait sa journée dehors avec une pelle et une pioche, on n'a pas forcément envie de prendre un livre, de prendre un bled, de regarder pourquoi il faut écrire E, ES, ENT, enfin voilà, toutes ces problématiques qui maintenant nous paraissent presque naturelles. Et ayons la force de reconnaître que notre école est tout de même une école qui fonctionne dans les objectifs qu'on lui a assignés. Voilà. 80% d'élèves qui réussissent à avoir le bac, on peut toujours beaucoup discuter sur la nature même du bac. Il n'empêche qu'il y a 20 ans, cette classe d'âge n'arrivait pas au bac. Quand on regarde y compris la composition sociologique des gens qui ont le bac aujourd'hui, on voit bien que c'est plus seulement les enfants d'enseignants, les enfants de cadres, les enfants d'eux. Il y a les enfants d'ouvriers qui aujourd'hui ont le bac, pas tous, mais il y en a qui ont le baccalauréat.
Et puis il y a d'autres formes d'apprentissage, hein, la formation professionnelle, la question des formations à la fois en entreprise et en même temps à l'école qui, m'en semble-t-il, se développent. Attention toutefois de ne pas faire en sorte de produire dans nos civilisations des gens dont l'ambition de survie ne peut se résumer qu'à avoir un travail. La formation initiale, comme la formation professionnelle, doit, à mon avis, avant tout, permettre aux femmes et aux hommes d'être des citoyens, des citoyennes, de pouvoir se repérer dans ce monde complexe qui est le nôtre, et de pouvoir, si possible, parce qu'ils ont le corpus théorique qui est acquis, pouvoir changer de métier tout au long de leur vie, qu'ils l'aient choisi d'ailleurs ou pas. Notre système scolaire produit aussi presque 6% de gens qui sortent à l'âge de 16 ans en ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Souvent d'ailleurs pour des questions sociales. Ça veut dire que si on laisse l'école se débrouiller toute seule avec les enfants dont elle a la charge, et si on n'arrive pas à travailler avec le monde social et notamment les parents, on voit bien que le non-accrochage de l'enfant au système éducatif peut arriver très tôt, vers l'âge de 4 et 5 ans. Moi, je ne crois pas au décrochage. Je crois que les enfants n'accrochent pas. Voilà. Rares sont les véritables décrocheurs, ceux qui ont été bons et qui deviennent mauvais. Par contre, il y en a beaucoup qui n'ont jamais été, entre guillemets, bons scolairement et qui, ma foi, à 15, 16, 17 ans, ont dit ils ont quitté l'école, ils ont décroché. Non, ils n'ont jamais accroché. Ça veut dire qu'ils ont passé 10 ans dans notre République, dans l'éducation nationale, sans qu'on puisse leur donner les bases de ce qu'il faut acquérir comme savoir pour être un citoyen, un homme, une femme, un travailleur, quoi, voilà. Bon. Et ça, c'est à mon avis un des soucis les plus importants du monde dans lequel nous vivons. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces périodes sont intéressantes, ces périodes de rentrée des classes, parce que tout le monde parle de ça. C'est bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Je pense, je le dis très simplement, mais je pense qu'on ne peut pas rêver d'une école de douceur, d'apprentissage, dans un monde de brut. Voilà. Et je pense que l'école, c'est le reflet du monde dans lequel on est. On parle de violence à l'école. C'est au-delà même de la violence à l'école. Oui, voilà. Oui, bien sûr, c'est une question sociale. L'école, c'est le reflet social du monde dans lequel on est, à la fois des moyens qu'on y consacre, mais aussi les expériences et les espérances qu'on peut porter dans notre système éducatif. L'école, c'est quelque chose qui va permettre à chacune et chacun d'être véritablement bien dans le monde dans lequel nous sommes. Troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'on sent bien qu'il y a aujourd'hui un problème d'adéquation entre la production éducative, je veux le dire comme ça, même si ce n'est pas très joli, et la recherche du monde du travail. Voilà. Les employeurs nous disent souvent, moi j'en ai rencontré des tas, quelques-uns malhonnêtes, mais beaucoup d'honnêtes, qui me disaient, je cherche véritablement des gens qui aujourd'hui seraient capables d'eux, et je ne les trouve pas. Mais quand je les écoute, c'est aussi un peu le mouton à 5 pattes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait que, sortis du système scolaire, le vendredi, on puisse tenir un poste de travail le lundi. Voilà, c'est impossible. Moi, j'étais chaudronnier, j'ai passé un CAP de chaudronnier. J'ai mis 7 ans, 8 ans véritablement, une fois après avoir passé mon CAP, pour être véritablement un chaudronnier, me sentir chaudronnier, avoir une vue dans l'espace, pouvoir prendre un chantier seul, savoir assembler, savoir souder, savoir plier. Bon, tout ça, je l'avais appris à l'école, mais entre l'apprentissage initial et le mettre en œuvre dans des contextes différents, avec des ambitions différentes de productivité, de qualité, de rapidité, il faut pratiquement autant de temps qu'il faut pour former un médecin. Voilà. Et donc ça, il faut aussi l'admettre. C'est-à-dire que la partie j'arrive en entreprise, j'ai acquis le droit de travailler, j'ai des savoirs que je dois mettre en place, mais le monde du travail est tellement différent de ce qu'on peut apprendre, tout le temps qu'on n'a pas réglé l'adéquation entre le besoin des entreprises de ces modernités et puis les systèmes éducatifs qui permettent d'acquérir seulement, j'allais dire, mais c'est déjà bien ainsi, un corpus théorique, on voit bien qu'il y a là quelque chose de fort sur lequel on doit pouvoir travailler. Dernier élément, je fais très très court, mais je pense qu'il faut qu'on ait dans notre pays une réflexion sur la question des qualifications acquises
il y a la question des qualifications requises. Voilà. On peut avoir une qualification, avoir un diplôme, y compris inscrit dans le cadre du répertoire national des métiers. Et puis, une fois qu'on arrive dans le monde du travail, on voit bien qu'on peut nous en demander un peu plus ou qu'on peut nous en demander un peu moins. Voilà. Et si on veut passer dans le bonheur d'une qualification acquise à la mise en place de qualifications requises, sans doute que là, il y a un chemin qui est peut-être un chemin de traverse sur lequel il faut travailler, quoi. Parce que ça permet de construire dans ce pays des choses qu'on a du mal à comprendre. Des patrons qui nous disent « j'ai pas l'homme ou la femme que je souhaite pour occuper le poste que je souhaite », et les individus qui disent « mais pourtant, j'ai bac plus 5, mais pourtant, j'ai fait 5 ans d'études, mais pourtant, voilà, et je trouve pas de travail ». Bon, si on n'arrive pas à essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir une véritable transition, d'acceptation de part et d'autre pour que les choses puissent s'harmoniser, on voit bien qu'on a quelques difficultés, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je retiens à la fois votre témoignage personnel. Oui, non, mais juste un mot, parce que je l'entends souvent, et peut-être que ça vaut le coup qu'on échange entre nous sur la question du mérite et la question du talent. Bon. Ouais. On y reviendra peut-être après. D'accord. Vous voulez bien. On y reviendra peut-être après. Je me tourne, je retiens notamment d'abord votre témoignage personnel au début sur votre propre parcours. Et puis, la demande que vous formulez au milieu d'entreprise, n'exigez pas non plus le mouton à 5 pattes, en tout cas tout de suite. Laissez-nous un petit peu de temps. Le système éducatif a besoin d'un peu de temps. Stefania Giannini, du point de vue de l'UNESCO, quelles sont les bonnes pratiques repérées dans le monde entier, vous c'est même au-delà de l'OCDE, hein, c'est les bonnes pratiques et les bons modèles qui permettent à la fois de trouver une bonne adéquation entre système éducatif et marché de l'emploi et de former des citoyens et de réduire les inégalités. En fait, un peu un système, un mouton à 5 pattes, quoi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une grande opportunité pour nous pour présenter le point de vue global sur ce sujet qui est le savoir et la lutte à travers le savoir et l'éducation contre les inégalités. Oui, je vais parler un petit peu de les pratiques, les bonnes pratiques que l'UNESCO a développées. Et, récemment, on a présenté aussi dans le cadre de l'EG7, par exemple, une priorité cruciale pour aller au-delà des inégalités qui sont au niveau global entre les hommes et les femmes. Non? La formation et l'éducation pour les filles et les femmes, c'est une priorité absolue dans l'agenda de l'UNESCO et des systèmes des Nations Unies. Mais si je peux dire quelque chose avant de présenter les bonnes pratiques, il faut avoir des bonnes idées. Il faut avoir une vision très claire de la situation qu'on met et au niveau global, pas seulement en Europe. Je suis aussi ancien ministre de l'Éducation et de la Recherche des universités en Italie. Récemment, dans le gouvernement de Matteo Renzi, on a cherché de changer profondément les systèmes scolaires de mon pays et on a trouvé des résistances. On a trouvé des résistances très fortes parce que quand tu veux chercher de changer un système qui est, on peut dire, un petit peu conservatif, non? Qui n'a pas toute cette énergie, toutefois, et partout pour repenser les moyens d'enseignement, mais aussi les moyens d'apprentissage, il faut trouver des résistances. Alors, quelle est la situation qui sont les inégalités au niveau global? Je vais citer des chiffres clés. Il y a encore 100 millions de personnes analphabètes au niveau global et les 2 tiers sont des femmes. Il y a encore 6 enfants sur 10 qui ne maîtrisent pas les compétences de base au niveau dans le monde. Dans le monde. Et il y a aujourd'hui surtout 1% des réfugiés, seulement 1% qui atteignent l'enseignement supérieur, qui ont les droits humains d'aller à l'université, d'avoir ce parcours de formation pour trouver un travail décent, pour trouver leur place dans la société. Et alors, dans ce contexte, moi, je pense qu'il faut changer les questions, non? Il faut changer
si vous êtes ministre au niveau national, si vous êtes député, comme a parlé M. Bellamy avant, d'excellence, non, de qualité, et si vous êtes comme dans ma position courante, responsable dans le système des Nations Unies, de donner une éducation de qualité et inclusive pour tous et pour toutes. Parce que le défi de ce siècle, je veux dire, c'est de mettre ensemble, de combiner l'excellence avec les qualités, l'excellence avec l'inclusion. Non? On a changé les modèles du développement. Ce n'est pas plus un développement exclusivement orienté à la croissance économique. C'est un modèle du développement qui doit donner à tous les jeunes dans tous les pays du monde la possibilité de trouver leur talent, de trouver les moyens d'expression de les savoirs qu'il y en a acquis et d'avoir aussi une mobilité au niveau global, non? De trouver des pays d'accueil quand on parle des migrations. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau des Nations Unies? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas un sujet très populaire au niveau national. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle toujours, mais c'est une bonne opportunité pour moi pour souligner que, chers amis entrepreneurs aussi, ce n'est pas seulement une mission des organisations internationales ou des politiciennes, on a les projets plus ambitieux et plus promisants qu'on a jamais vus au niveau global, qui est l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 a décrit à travers 17 objectifs les moyens, les outils pour lutter contre les inégalités. Pas seulement dans l'éducation, pas seulement dans la salle de classe, mais dans la société qui est autour de l'école. Parce que l'école, comme vous avez dit, c'est, comme tous les deux ont dit avant mon discours, ma intervention ici, c'est vraiment les lieux de leçon pour donner les études de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, comme on fait à l'UNESCO aujourd'hui, concentrer l'attention et établir une stratégie d'éducation pour les immigrants et pour les réfugiés. Non? J'ai cité avant. C'est un premier point, une stratégie particulière pour les réfugiés et les immigrants. Ah oui, c'est-à-dire là-dessus. Oui, c'est-à-dire que en concret, qu'on veut faire, pas laisser les enseignants seuls dans la classe, voilà, dans la salle de classe. Parce que aujourd'hui, si vous avez des enseignants en France ou en Italie ou en Espagne ou des autres pays européens, il y a des classes qui ont, je ne sais pas, 19, 20 différentes langues maternelles et les étudiants n'ont pas la possibilité, parfois, de comprendre le contenu des disciplines différentes parce qu'ils ne comprennent pas la langue du pays d'accueil. Alors, l'enseignement des langues étrangères, c'est un pilier du modèle éducatif inclusif pour donner des cas très concrets. Et une deuxième direction, si vous voulez bien, au-delà de cette direction sur les immigrants, les réfugiés, donnez-nous une deuxième référence dans le monde. Une deuxième référence est liée à la révolution numérique et surtout à la nouvelle génération de la révolution numérique, qui est l'intelligence artificielle, qui a déjà changé les modèles, la vie quotidienne de chacun, mais a déjà changé les modèles d'enseignement et les modèles d'apprentissage. Et si on veut faire une réflexion aujourd'hui sur l'école du futur, il faut naturellement considérer cette ici comme une dimension absolument structurelle, pas seulement dans les pays développés, mais aussi, surtout aujourd'hui, dans les pays en cours de développement. Et la dernière dimension que je voudrais évoquer ici, c'est le rôle crucial que les universités
auront dans le futur. Moi, je pense que les universités seront plus en plus les infrastructures pour la génération de la connaissance, de l'innovation, de ces écosystèmes qui soit en Europe, dans le nord du monde et soit dans le sud, peut donner vraiment un nouveau modèle de développement. Et c'est la mission de multilatéral et c'est le débat qu'une agence comme l'UNESCO a relancé très fort au niveau international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie Adesini. Donc je retiens de votre intervention notamment qu'une des premières inégalités concerne ceux qui arrivent via l'immigration, via les réfugiés politiques et économiques, et qu'il faut focaliser l'attention, les moyens financiers dans ce domaine-là. Ce n'est pas le seul axe que vous avez développé, mais vous avez évoqué celui-là. Christophe Catoire, ADECO, en tant qu'employeur, à la fois direct et indirect, alors là, vous allez avoir un public qui va se reconnaître peut-être dans vos propos. Quelles remarques sur le système éducatif aujourd'hui vous faites en 2019 et quels sont les besoins et emplois de demain? Alors, soyez concrets, vous avez promis de l'être. Allons-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ça permettra à Frédérique Vidal, une fois rassemblées toutes vos interventions, de répondre avec la politique gouvernementale. Peut-être le premier point sur l'adéquation entre la formation initiale et les besoins des entreprises. Enfin, indéniablement, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de candidats qui cherchent un job, on a de plus en plus d'entreprises qui ne trouvent pas de candidats. Il y a une responsabilité partagée, j'y reviendrai. Est-ce qu'il est juste, qu'il est probable qu'on ait à faire évoluer le modèle d'éducation, et il est probable aussi qu'on ait à faire évoluer le modèle de recrutement. Si je reviens juste au terme préliminaire qui est de dire de quoi a besoin l'entreprise, de quoi a besoin l'association, de quoi a besoin la fonction publique pour ses effectifs, je pense qu'en tout premier lieu, il y a une certitude, c'est que si on n'a pas les connaissances fondamentales premières, on a un handicap pour commencer dans sa vie professionnelle. C'est indéniable. Et comme vous l'avez évoqué, Monsieur Lepant, je pense que quand vous prenez une fonction et que vous commencez par lire des consignes d'entreprise, un guide d'intégration, des normes de sécurité, des process, c'est des termes très à la mode, et ben vous vous retrouvez quand même en difficulté pour entrer dans le schéma de l'entreprise et donc être efficace dès les premiers jours. Et souvent, les entreprises, là-dessus, elles ont une tentation, c'est d'avoir une efficacité qui soit très rapide dans la prise de fonction. Et donc, ça crée immédiatement un premier dysfonctionnement. Donc, il est quelque part un peu suicidaire de laisser sortir des enfants du système d'enseignement primaire sans avoir ces fondamentaux. Ça, c'est vraiment la première règle d'or. La deuxième règle d'or, il y a quand même des changements importants dans les entreprises et probablement qu'il y a une transition à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a un changement qui doit s'opérer dans l'éducation au même titre que dans les entreprises. Précédemment, souvent, pas toujours, mais souvent, vous pouviez apprendre un métier et l'exercer en ayant quasiment une répétition des mêmes gestes pendant 30, 40 ans. Je dis souvent parce que c'est un peu caricatural. Souvent, il y avait des adaptations, mais beaucoup moins rapides qu'il n'y a aujourd'hui. Donc finalement, ce savoir, au sens propre du terme, pouvait presque se suffire à lui-même. Maintenant, quand vous voyez les mobilités, les mouvements dans les entreprises, on a beaucoup de robotisation, on a de la digitalisation, on a des évolutions de métiers qui sont des métiers nouveaux, plus centrés sur les entreprises et leurs clients. Vous vous rendez compte qu'en fait, ces matières premières que vous avez en début de carrière, elles ne se suffisent pas elles-mêmes. Et donc, il y a une thématique qui arrive beaucoup, c'est quel est le premier savoir-être? Le premier critère de sélection, c'est quel est le comportement professionnel? Et la deuxième, est-ce que la personne va pouvoir s'adapter en fait, dans un environnement qui, par la force des choses, est obligé lui-même de s'adapter vis-à-vis de ses propres clients? Et là, le modèle d'éducation, il est moins fort là-dessus. Souvent, je le dis, ayant également encore des enfants en bas âge, la seule mention de la qualité du travail de vos enfants à l'école, c'est le carnet de notes. Et on vous dit, il y a une note qui sanctionne les mathématiques, l'histoire-géographie, etc. Et nulle part n'apparaît, alors même que l'éducateur va passer quasiment 200 jours dans l'année avec nos enfants, nulle part n'apparaît, ses motivations seraient probablement celles-ci et ses talents seraient ceux-ci. Alors, talent peut être un peu galvaudé, néanmoins, on sait qu'il y a des gens qui ont des facilités pour communiquer, d'autres qui ont des capacités pour être concentrés, d'autres qui sont très créatifs. Et en fait, le début d'une carrière professionnelle, c'est un, la motivation, parce qu'on est engagé quand on est motivé, et deux, c'est de pouvoir avoir un métier sur lequel on sait qu'on a des facilités naturelles.
Vous voulez dire que les valeurs proposées par l'éducation, ou reconnues par l'éducation, ne sont pas les valeurs qui seront nécessaires plus tard dans la vie professionnelle? En fait, sur cette dimension qui est après le primaire, on parlera du collège, elles sont insuffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger des matières de base qui se poursuivent, mais néanmoins, si le jeune doit trouver à s'orienter professionnellement, j'y reviendrai juste après, il faut quand même qu'il comprenne quels sont ses critères de choix à un âge pour lequel choisir un métier, c'est quand même... on est tous parents. Finalement, c'est les parents qui vont décider pour les enfants. Et avec deux systèmes actuellement, pour donner malheureusement la mauvaise caricature, et dans laquelle je reviendrai, les entreprises ne doivent pas tomber, qui est celle de dire, si tu as de bonnes notes, tu continues dans une filière générale, qui est un modèle franco-français ou latin, puisqu'on va le retrouver aussi en Italie, je pense, et à contrario, si tu es en échec, tu vas faire des filières professionnelles. Ce qui est terrible. On va en Suisse, 80% des jeunes vont dans des filières professionnelles, et commencent par ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont terminer sur un métier professionnel. Ils peuvent évoluer ensuite sur une deuxième alternance. Souvent, ça se fait avec l'entreprise. Donc là, il y a un déficit de pédagogie. Et mon rêve en tant qu'intermédiaire sur le marché de l'emploi, c'est d'avoir des enseignants qui soient des coachs. Alors coach au sens j'observe, je mets en situation. Et au-delà du carnet de notes, je sais donner des thématiques pour les parents qui peuvent comprendre là où l'enfant est doué. Troisième élément, c'est l'orientation professionnelle. Elle est malheureusement, aujourd'hui, le terme n'est pas trop fort, elle est dramatique. Elle est dramatique parce que, d'un côté, on a des entreprises qui ont la connaissance des métiers d'aujourd'hui, je ne parle même pas des métiers de demain, qui sont très peu sollicités ou qui interviennent très peu pour donner la lecture de ce dont ils ont besoin dans les écoles au moment où les choix d'éducation se font. Et de l'autre côté, on a un modèle d'orientation qui est, entre guillemets, formation générale quand on réussit dans les matières classiques et filière professionnelle quand ça ne va pas. J'entendais dans la table ronde précédente et on fait le même constat. Aujourd'hui, on a plus de difficultés à recruter des ouvriers qualifiés ou des techniciens qu'à recruter des ingénieurs ou des... Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais néanmoins, on a plus de difficultés à recruter sur ces métiers-là. Ça veut dire que l'emploi est aussi là, mais qui le sait et qui sait quelles sont les filières qui vont durer dans le temps, au moins 5 ans, si je donne une visibilité en tout cas qui est certaine. Orientation professionnelle, c'est une thématique qui est majeure. Peut-être dernier élément pour étayer mon propos, ça oblige les entreprises aussi à recruter autrement. Aujourd'hui, on voit qu'une expérience personnelle au sein du groupe Adecco, on a monté un CFA d'entreprise, CFA au métier du recrutement. Les métiers du recrutement n'existaient pas dans la filière générale. Pour obtenir une équivalence, il fallait se rattacher à un niveau Bac+2 ou Bac+3. Mais quelle est la validité de se rattacher à un niveau Bac+2 ou Bac+3 pour avoir une qualification professionnelle sur un métier qui va être en alternance 2 ans dans une entreprise pour apprendre les gestes essentiels d'un métier qui, en plus, dans 5 ans, sera probablement très disrupté par le fait qu'il y a beaucoup de technologies qui arrivent dans les métiers du recrutement. En expérience professionnelle, vous dites qu'il y a quand même un problème dans l'infrastructure d'orientation professionnelle et de construction des formats. Et puis, pour terminer, je pense qu'en tant qu'entreprise, je pense que dans cette transition, c'est notre rôle. En fait, aujourd'hui, on recrute comme il y a 10 ans, souvent. Je le dis souvent, et j'en suis un des responsables, et donc un des acteurs. Quand vous voyez les annonces que vous voyez apparaître, où systématiquement apparaît le niveau de diplôme, et ensuite des compétences qui justifieraient que vous ayez déjà fait le même métier dans le même secteur d'activité, on le dit souvent, et là aussi, c'est un fait commun de le dire, aujourd'hui, vous commencez à avoir des écoles qui commencent à recruter sans CV. Et ben, je pense qu'à un moment donné, il faudra savoir recruter sur des thématiques de talent, de potentiel et de motivation. Et c'est ce qui manque encore côté entreprise. Merci beaucoup. Merci. Alors, Frédéric Vidal, vous avez entendu vos 4 voisins. Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de choses lancées dans le système éducatif. Mais on a besoin peut-être de comprendre la cohérence et en quoi ça va servir. Ça va aider inégalité, emploi. Il y a eu Parcoursup, le dédoublement, le lycée, le bac, le primaire. Quelle est la cohérence finalement d'un ensemble de réformes qui au début sont passées assez facilement et dont on sent aujourd'hui qu'elles suscitent plus de résistance? Bien, bonjour à tous et tout d'abord, merci aussi pour cette invitation. C'est ma 9e université d'été du MEDEF en réalité. Bravo. Puisque la première, je l'ai faite en tant que nouvellement élue présidente d'université
parce que j'étais convaincue que quand on confie aux universités la mission d'insertion professionnelle, c'est quand même intéressant d'aller parler avec les gens qui vont employer nos étudiants. Beaucoup de choses ont été dites et je crois que la cohérence de ce qui est porté par ce gouvernement, elle réside finalement en une seule chose, c'est que pour lutter contre les inégalités, il faut être capable de les nommer, et je crois qu'elles ont en fait toutes été nommées ici. On commence par le plus jeune âge, et on commence par l'idée que plus tôt on donne des bases aux enfants, plus ces bases ont la chance d'être acquises, et comme vous l'avez dit, plus on commence tôt, plus c'est facile. Et donc c'est ce qui a été porté avec la scolarisation obligatoire à 3 ans. Alors certes, on peut toujours nous dire que la très grande majorité des enfants étaient scolarisés à 3 ans, mais justement, il fallait peut-être aller chercher les quelques pourcents qui ne l'étaient pas, et ça a été fait. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 et cette réaffirmation de l'importance de lire, écrire, compter et respecter autrui. Ça, je crois que c'est évidemment, et on en a aussi tous parlé, les bases nécessaires à la compréhension du monde en réalité. Et je finirai par ça. Je crois que la compréhension du monde, c'est quelque chose qui est essentiel pour avoir confiance en demain. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que leurs enfants vivront moins bien. Et ces gens qui se disent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, eh bien, ils nous parlent aussi, je crois, d'inégalité. Donc cette chose fondamentale, on apprend à lire, à écrire, à compter, à respecter autrui, et on introduit une évaluation pour savoir où en sont les enfants, et on donne plus aux enfants qui ont besoin de plus. Ça aussi, ça a été beaucoup discuté. Je crois qu'on est dans un système éducatif en France où on associe au mot évaluation le mot sanction, alors qu'en réalité, l'évaluation, c'est savoir où on en est et savoir de quoi on a besoin pour progresser. Et donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la question de l'orientation. Alors là, évidemment, je partage tellement ce que vous avez dit. Nous sommes en train de travailler pour que, avant le lycée, en fait, on puisse avoir des présentations des métiers. Pas pour leur demander aux enfants ou aux adolescents de déjà choisir leur métier, mais simplement pour qu'ils aient une idée de la diversité des métiers qui existent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, les jeunes choisissent leur formation ou choisissent leur métier en regardant ce que font les gens autour d'eux. Et ça aussi, c'est une inégalité, parce que plus vous avez un entourage qui est divers socialement, plus vous avez une idée des métiers qui existent. Plus vous avez un entourage qui est socialement identique, moins vous avez une idée des métiers qui existent. Et ça, c'est très important. Et alors, je vous assure, vous pouvez demander à tout le monde, mais je prends toujours l'exemple des chaudronniers. Parce que aller parler à un jeune aujourd'hui en 4e du métier de chaudronnier, il va se demander de quoi on lui parle. Voilà, chaudronnier, ça n'évoque rien. Et moi, je crois que les mots ont un poids dans l'imaginaire. Et faire venir des gens qui parlent de leur métier et qui après accessoirement disent si vous voulez faire ce métier passionnant, bon, c'est chaudronnier qu'il faudra cocher quelque part, ça change aussi les choses. Et donc là, on a aussi besoin évidemment des entreprises pour qu'ils nous envoient des gens passionnés par leur métier, parce que vous avez raison, la passion, la motivation, c'est aussi ce qui va donner envie de se dépasser. Et donc ça, c'est vraiment cette question d'orientation. Une orientation qui se poursuit pendant le cycle lycée pour ceux qui y vont, avec un nouveau rôle qui a été donné aux professeurs principaux. Justement ce que vous disiez, être capable de dire autre chose de l'élève que ses notes. Et c'est tout le continuum entre le lycée et le début des études supérieures qui a été repensé de cette façon, de manière à ce qu'on puisse avoir autre chose que des notes, parce que les profs savent qui est doué pour prendre la parole en classe, qui a plus de difficultés, qui est capable de se concentrer, qui se concentre moins. Donc ça, c'est vraiment toute la question de l'orientation qui est essentielle et sur laquelle, évidemment, il faut encore beaucoup travailler. Je ne dis pas que tout est parfait, mais enfin, j'essaie de donner la cohérence que vous vouliez. 1,3 million de jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi.
c'est le plan investissement compétences. Il faut qu'on aille redonner de l'espoir à ces jeunes et on peut apprendre à tout âge. Alors c'est plus compliqué effectivement quand on n'a pas commencé jeune parce que le cerveau est plus agile quand on est jeune. Il est vraiment fait pour absorber tout ça. Mais c'est pas impossible. Et donc il faut aller là encore donner de l'envie et donner de l'envie, ça passe aussi par donner de l'espoir et donner de la confiance en soi. C'est parce que vous savez qu'un jour vous pourrez lire des histoires que finalement vous acceptez de regarder le son que fait un B à côté d'un A. Si on ne vous dit pas pourquoi, c'est très difficile d'apprendre. Accompagner donc ces jeunes et repenser effectivement le professionnel versus le conceptuel. Ça n'a juste plus aucun sens. Et pour ça, s'appuyer sur l'apprentissage en disant finalement, dans des grands champs de métiers, si c'est ça qui vous intéresse, venez comme vous êtes. Et en fonction de vos capacités, de l'engagement que vous y mettrez aussi, du travail que vous y mettrez, hein, parce que voilà, il faut aussi évidemment ça, eh bien, vous pouvez, au travers de l'apprentissage, avoir des diplômes qui pourront aller du niveau infra-bac au niveau bac plus 5. Et c'est plus un sujet. Et ça, évidemment Vous aussi, constatez déjà on a besoin des une entreprises. progression de l'apprentissage ou pas? Absolument. On voit une progression de l'apprentissage. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une progression de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur qui redonne ses lettres de noblesse à l'apprentissage dans le secondaire. Parce que les gens, trop longtemps, effectivement, ont considéré qu'on envoyait vers des voies d'apprentissage des jeunes qui avaient des difficultés avec des concepts. Or, la réalité, c'est qu'on peut arriver au savoir par le savoir-faire. On n'est pas obligé de rentrer forcément par du conceptuel. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le conceptuel, mais on peut rentrer par du savoir-faire et acquérir beaucoup de savoir, et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis, la réforme de l'accès à l'université, là aussi, les choses ne sont pas figées en fonction de ce qu'on a fait avant. On arrive là encore comme on est, et on est capable aujourd'hui d'offrir des parcours de formation dans l'enseignement supérieur qui vont partir de ce que vous êtes et là encore vous donner plus de temps, plus d'heures de cours, plus de ce qu'il vous faut pour aller vers ce que vous avez envie de faire. Donc voilà la cohérence globale, c'est donner à chacun la possibilité de donner le meilleur de son potentiel. Merci beaucoup. J'ai une question complémentaire et que je vais peut-être, pour finir, poser également à chacun. Chacun répondra vraiment en quelques secondes. Les milieux d'entreprise reprochent souvent au système éducatif une façon de voir l'économie, que ce soit dans les cours, dans les manuels, qui serait hostile plutôt à l'économie de marché, au libéralisme même tempéré, qui aurait une vision. Quel est votre, peut-être vraiment en une minute, quel est votre sentiment aux uns et aux autres? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez envie, vous, de bouger là-dessus? Est-ce qu'il y a c'est vrai? Est-ce que vous, si oui, est-ce que vous bougez? Et chacun d'entre vous, y compris bien sûr le professeur de philosophie et député, pourrait donner son opinion pour terminer. Il nous reste 2 minutes 30. D'accord, alors je vais essayer de faire le plus court possible. Je suis convaincue que... C'est un sujet dont je suis certain qu'il est partagé par beaucoup de monde ici. Ouais. Mais voilà, je suis convaincue qu'on a besoin de produire du savoir, de produire de la connaissance, parce que c'est ça aussi qui va permettre et de transmettre le savoir et d'aller vers de l'innovation. Et s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que l'investissement dans la recherche est quelque chose qui doit venir du public, en tout cas dans la recherche de base et la recherche fondamentale. Et je voudrais juste partager cette évidence avec vous. Les finances publiques, elles se portent d'autant mieux qu'un pays a une économie forte. D'accord, mais est-ce que l'économie est bien enseignée en France dans le système éducatif? Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux et surtout on pourrait arrêter d'opposer l'économie à l'idéalisme. D'accord. François-Xavier Bellamy. Peut-être en un mot très court, une chose est certaine, il y a une méconnaissance qui est assez tragique entre l'univers scolaire et le monde extérieur. Mais cette méconnaissance est réciproque, je me permets de le dire. Ouais. Je crois qu'on aurait tout à gagner à faire en sorte que l'école ne soit pas un espace coupé du monde qui l'entoure. On parlait de la question de l'orientation et c'est effectivement une question fondamentale.
Mais je crois qu'il faut aussi, à l'inverse, si je puis me permettre de le dire, parce que je sais que j'irais dans le sens du public si je disais que l'école dit du mal du monde de l'entreprise. Or, on est toujours utile quand on va aussi un peu à rebrousse-poil des gens qui nous écoutent. Je crois qu'il est aussi important que parfois on fasse l'effort de mieux comprendre aussi le travail propre de l'école, la mission spécifique des enseignants. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a aussi des progrès à faire, sans aucun doute. Vous parliez tout à l'heure de ce que l'école peut faire de mieux. Je crois que ce serait peut-être un peu injuste de considérer qu'aujourd'hui, les enseignants, par exemple, n'ont de regard sur leurs élèves qu'à travers le chiffre de la notation. Et je voudrais dire ici à quel point beaucoup d'enseignants, beaucoup de collègues se battent au quotidien pour faire vivre l'idéal républicain et tenter de faire progresser les élèves. Un peu, c'est vrai, parfois envers et contre tout, ou dans la difficulté du milieu dans lequel ils exercent. C'est très important qu'on arrive aussi à comprendre le métier qu'ils font, les problèmes qu'ils rencontrent et le contexte du travail spécifique qu'ils ont à rendre. Donc vous nous demandez d'applaudir, vous demandez au public d'applaudir le système éducatif. Pas le système éducatif, mais ceux qui tentent de le faire vivre malgré tout. Une remarque en 5 secondes, les uns et les autres. Oui, moi, juste une phrase. Il faut que nous prenions conscience une fois pour toutes que l'enseignement est fait par des enseignants. Et que les enseignants, ils sont dans le monde dans lequel nous sommes. Et ils sont en capacité de porter un jugement sur le monde tel qu'il est. Voilà. Et donc, ils ne sont pas, je pense, pro-libéral ou anti-libéral. Ils ont souvent un regard critique sur ce qui se passe, parce que ça fait partie de leur mission d'élever le regard critique des enfants qu'ils ont, ou des jeunes qu'ils ont en charge. Madame. Moi, je pense que le défi éducatif n'est pas seulement plus un défi technique pour les éducateurs, pas seulement pour les ministres de l'Éducation, mais c'est un défi social, c'est un défi culturel. Et il faut vraiment donner à les écoles, à les universités, le rôle central qu'il a dans la société. Et il faut former aujourd'hui les citoyens du futur. C'est ce qu'on fait avec les projets de l'objectif 4, qualité et excellence et qualité dans les mêmes. Merci beaucoup. Christophe Catora pour conclure. Un dernier message, je pense qu'on est dans une phase de transition, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Ceci étant, pour être très factuel, puisque vous aviez évoqué le fait d'être très factuel, je me suis beaucoup investi dans une association comme un certain nombre d'entre nous qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui permet de jumeler l'entreprise et les écoles. Vous le voyez, il y a des écoles très ouvertes en fait, à ce type d'expérimentation pour scinder les deux, et il n'y en a pas du tout. Donc en fait, c'est pas blanc ou noir, mais néanmoins, en fixant l'objectif, qui est quand même un objectif de préparer les jeunes en fait, à une entrée dans une vie active qui n'est pas que le travail, il est quand même nécessaire d'aller un tout petit peu plus loin. Merci de votre attention, merci à vous pour votre concision finale.